Nouvelle édition sur Eden TV. Bienvenue à toutes et à tous. Les grandes articulations. Démarrage officiel ce mardi de la deuxième conférence internationale des ministres de la Santé et de l'économie numérique. La sécurité des soins en Afrique et l'amélioration des systèmes de santé sont au cœur de cette assise de haut niveau. Les précisions dans un instant. La communauté internationale a célébré ce mardi la 18e journée mondiale de drépanocytose. Près de 50 millions de personnes seraient touchées par cette anomalie des globules rouges. Vous allez écouter dans un instant les explications du docteur Daniel Koronou. Hors du Bénin aux États-Unis, des migrants mineurs séparés de leur famille. Conséquence, en 6 semaines, près de 2000 mineurs se retrouvent sans leurs parents à la frontière. C'est tout pour les titres. Merci de nous rejoindre pour vous informer. 35 ministres respectivement de la santé et d'éthique et d'autres experts de ces domaines sont à Cotonou dans le cadre de la deuxième conférence internationale sur la sécurité des soins en Afrique. Les travaux ont officiellement démarré ce mardi et ces travaux prendront fin vendredi 22 juin prochain. Le thème au cœur de ce colloque est l'apport des technologies numériques dans la gestion des risques et de la sécurité des soins en Afrique. Quels enjeux pour la gouvernance des systèmes de santé et le développement du tourisme médical? Fréjus Serwan et Fréjus Fiossi. L'apport des technologies du numérique dans la gouvernance des systèmes de santé et le développement du tourisme médical en Afrique. Quels enjeux sur la gestion des risques et la sécurité des patients? C'est le thème de cette deuxième édition de la conférence internationale des ministres de la Santé et de l'économie numérique sur la sécurité des soins en Afrique, CIMSA 2018. Cette conférence qui rassemble à Cotonou d'éminents scientifiques et chercheurs s'inscrit dans un contexte mondial. Il est aujourd'hui reconnu que les technologies de l'information et de la communication ont un fort potentiel pour faciliter et améliorer la prévention, le diagnostic, le traitement et le suivi médical. De nombreuses innovations technologiques ont émergé et permettent une pratique médicale améliorée, telles que la consultation médicale à distance, l'analyse des données médicales, la transmission d'informations à distance, etc. Ainsi, des résultats précis sont attendus des travaux de la CIMSA 2018 en faveur de la e-santé. Au terme de nos travaux, nous devons obtenir le profil de la situation de la sécurité des patients et de la gestion du risque et de la maturité numérique dans les établissements de santé dans l'espace CEDEAO. Les bases stratégiques de la mise en place d'un observatoire régional de veille stratégique et de développement des technologies du numérique dans le secteur de la santé, la déclaration sur l'amélioration de la sécurité des patients en milieu de soins et la cybersanté en Afrique, des recommandations sur les stratégies pour l'amélioration de la sécurité des patients et la transformation numérique du secteur de la santé en Afrique. La CIMSA 2018 vise entre autres à contribuer à la mise en place de stratégies opérationnelles de développement des technologies numériques dans les établissements de santé. Le mariage TIC et santé promet donc un bel avenir pour la qualité et la sécurité des soins en Afrique. J'en veux pour preuve le lancement réussi en 2014 du projet M-Diabète au Sénégal dans le cadre de l'initiative BLFB Mobile, qui comptait en fin 2017 plus de 120 000 inscrits dans sa base de données. Le projet M-Cancer du col de l'utérus, lancé en Zambie en 2016, suit la même lancée avec plus de 200 000 et 250 000 femmes inscrites en 2017. Le Bénin qui vient d'élaborer sa stratégie de cybersanté peut déjà compter sur ses talents dans ce domaine, a insinué le ministre d'État Abdoulaye Biotchane qui a ouvert la CIMSA 2018. Une de nos compatriotes, Ariel Aranso, une jeune béninoise qui était déjà célébrée à Paris il y a quelques semaines, est la fondatrice de Kia Medicals, une start-up qui conserve les dossiers médicaux des patients pour leur permettre d'être plus facilement pris en charge dans tous les hôpitaux de l'Afrique de l'Ouest. Mesdames et messieurs, je voudrais maintenant inviter les hommes et les femmes du monde scientifique et de la recherche qui ont effectué le déplacement ici à Cotonou à l'action. Par vos réflexions, consolidez les nombreux appels des organisations internationales de la santé et du numérique
en vue de réaliser un changement de paradigme dans l'offre de soins de santé aux populations africaines. La CIMSA 2018 récompensera aussi des talents, des développeurs d'applications digitales dans le secteur de la e-santé au niveau de notre sous-région. Aussitôt installé, le président de la Cour constitutionnelle, Joseph Diogbenou, et ses pairs ont annoncé privilégier les audiences publiques. La 6e mandature vient ainsi de décider de faire les choses autrement. Quelle est l'opportunité de cette réforme? Réponse dans ce reportage de Fréjus Séon. Le procès constitutionnel tel que ça s'est déroulé jusqu'à un passé récent, le parti envoie sa prétention de façon écrite. Vous n'avez pas la possibilité d'aller discuter de cette prétention devant le juge ou discuter également de la prétention de l'autre parti. Après 25 ans de cette pratique, la 6e mandature de la Cour constitutionnelle y met fin. Les audiences seront désormais publiques. Les partis convoqués présenteront leurs prétentions devant l'une des 2 chambres nouvellement créées et auront même l'occasion de discuter des arguments de leurs adversaires. La Cour évoque un souci de célérité, mais elle veut sans doute régler aussi les problèmes de légitimité et de crédibilité qu'ont connus les autres mandatures. Mais attention. Et la réforme, je l'ai dit, elle est salutaire, mais au même moment, elle paraît dissuasive. Tout le monde ne peut pas avoir ce privilège ou ce courage d'aller se défendre devant le juge constitutionnel. Et donc, cela implique en même temps une limitation des recours. Ce n'est peut-être pas l'objectif des réformistes, de ceux qui ont proposé cette réforme, mais nous sommes d'accord que c'est ce que cela amènera. Or, quand nous restons, je pense bien, dans l'esprit du constituant de 90, l'objectif n'est pas la limitation des recours, mais l'objectif c'est de donner la possibilité à tous les citoyens, le citoyen lambda, où qu'il soit sur le territoire, même sur le globe, qu'ils puissent se pouvoir devant quand même la Cour constitutionnelle pour qu'ils puissent faire entendre sa voix. Mais donc, il va falloir faire la démarcation entre une juridiction constitutionnelle et une juridiction de l'ordre judiciaire. Je pense qu'il ne revient pas aux sages de la Cour de limiter les recours. Pour d'autres experts, il n'y a pas de risque de limitation de recours et pour cause. Je ne pense pas qu'il y ait de risque parce que ce qui fait désamorcer les citoyens dans un premier temps, c'était d'abord que l'on a peut-être ou parfois le sentiment qu'on envoie un recours à la Cour, mais parfois ce n'est pas traité avec l'attention nécessaire. Mais avec les réformes, vous avez la possibilité d'aller suivre les audiences de la Cour. Ça vous permet également d'avoir l'évolution de votre dossier ou de votre requête devant le juge constitutionnel. C'est ce que nous estimons. Si en général, les esprits s'accordent sur l'opportunité de la réforme, les propositions sont faites pour son amélioration. La réforme, elle est positive parce que vous savez, quand vous saisissez le juge constitutionnel et qu'il rend sa décision, vous vous rendez compte que la partie qui a répondu à votre requête, qui a répondu à la mesure d'instruction, à user de vos brèches que vous avez laissées dans votre requête que vous avez adressée et vous vous demandez, est-ce que le juge ne peut pas vous donner la possibilité de revenir à la charge? C'est pour cela que nous proposons par exemple que le juge, bien évidemment, pourrait respecter le principe du contradictoire autrement sans que les parties ne se portent devant le juge ou bien devant la chambre de mise en l'état. Le juge constitutionnel diligente une mesure d'instruction, l'autre répond et le juge sur cette mesure peut encore vous recontacter afin que vous portez également vos arguments sur peut-être les brèches ou sur les points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord. Quand tous les citoyens ont la possibilité d'aller devant le juge constitutionnel, c'est déjà bien que en matière de conseil, on n'impose pas aux citoyens d'avoir forcément un avocat avant d'aller devant le juge constitutionnel. Mais de l'autre côté, je crois que si la procédure permet qu'en matière de conseil, il y ait plus d'ouverture, ce serait bien. Il faudrait ouvrir également le conseil devant le juge constitutionnel. Il y a les organisations de la société civile en matière de droits de l'homme qui peuvent accompagner devant le juge constitutionnel. Il y a aussi des juristes qui ont plus d'aptitude en matière constitutionnelle pour conseiller un citoyen. La première audience de mise en état aura lieu ce mardi 19 juin 2018 et les audiences se tiendront régulièrement les mardis ou les vendredis.
Un reportage de Fréjus Sewan, Fréjus Fiossi et Denis Maroya. La première session du comité de pilotage du programme d'appui au développement territorial du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale a eu lieu ce mardi 19 juin 2018. Le lancement des travaux a été présidé par le ministre en charge de ce département en présence des directeurs centraux et généraux et le représentant de l'Union européenne, François Denis Maroya. Le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale a procédé dans la matinée de ce mardi 19 juin 2018 à l'installation officielle du comité de pilotage du programme d'appui au développement territorial PADT et par la même occasion à l'ouverture de la première session du dit comité de pilotage dont il est le président. Était présent le représentant du ministre du cadre de vie et du développement durable, l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne, les directeurs généraux et centraux des ministères concernés, le coordonnateur de l'UTFED et les autres membres du comité de pilotage. Occasion pour le chef de la délégation de l'Union européenne de non seulement confirmer leur engagement à investir, mais aussi à rassurer l'État béninois de leur disponibilité à accompagner les réformes conduisant à l'essor de la décentralisation béninoise. En effet, nous, l'Union européenne, moi personnellement, on accorde une importance particulière au secteur de la décentralisation et de l'aménagement du territoire. Le PADT est l'un des programmes clés de notre premier secteur de concentration du programme indicatif national portant sur la bonne gouvernance. Nous voyons avec beaucoup d'intérêt les réflexions au Bénin sur la stratégie en matière de décentralisation et nous sommes évidemment favorables à tout le programme de réforme qui vise à une meilleure efficacité, une meilleure performance, puisque cette efficacité, cette performance, en fin de compte, conduit à une vie meilleure pour les Béninois. Depuis le dernier trimestre de l'année 2017, le PADT est rentré dans sa phase active à travers la mobilisation de la tranche annuelle 2017 de l'appui budgétaire sectoriel à la décentralisation de montant total de 15 millions d'euros, soit 9 839 355 000 francs CFA. La réunion de ce jour fait office d'installation officielle du dit comité et de tenue de la première session ordinaire au titre de l'année 2018. Le comité de pilotage est chargé de la supervision et de l'approbation des actions du projet. Pour ce faire, sa mission est d'assurer l'impulsion, la coordination et le suivi du PADT. Ainsi, les attributions du programme sont précisées dans l'arrêté de création du comité de pilotage. Il me plaît de mettre l'accent sur certaines attributions clés, à savoir décider des orientations stratégiques du programme, suivre la mise en œuvre cohérente et efficiente de l'ensemble du programme, et enfin veiller au bon déroulement de l'exécution du programme. C'est dire toute l'importance du comité de pilotage qui se réunira une fois par semestre. Je voudrais donc compter sur votre disponibilité, mesdames et messieurs les membres, pour la tenue régulière des sessions de notre comité. Notons que la présente session du comité de pilotage intervient à la veille de la tenue de la deuxième session du dialogue entre l'Union européenne et le Bénin. Elle permettra de prendre connaissance des décisions de la première session tenue en mars 2018, de suivre sa mise en œuvre et de faire des recommandations pour l'obtention d'avancées sur les points de dialogue prochain. Parlons santé dans cette édition. La communauté internationale a célébré ce mardi la 18e journée mondiale de drépanocytose, une maladie génétique du sang très répandue dans les zones tropicales de la planète. Selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé, 50 millions de personnes seraient touchées par cette anomalie des globules rouges. Vous allez écouter à présent Dr Daniel Coronou qui nous parle de la maladie et des moyens de prévention
question. Il est au micro de Horacia Djodi et Fiacre Voiton. La drépanocytose est une maladie génétique héréditaire qui est caractérisée par la production de l'hémoglobine, d'une hémoglobine qu'on appelle hémoglobine S. C'est une hémoglobine mal formée. Contrairement à l'hémoglobine d'un sujet normal, qui est normale, l'hémoglobine S est mal formée. Et l'hémoglobine est une protéine qui permet le transport de l'oxygène depuis les poumons jusqu'aux cellules. Mais notons que ceux qui sont AS ne sont pas malades, ne font pas la maladie drépanocytaire. On les appelle plutôt les porteurs de traits. Ceux qui sont malades, c'est ceux qui portent les deux, SS, d'accord, ou SC, ou S bêta-thalassémique. Avant de faire un enfant, il faut que chaque partenaire connaisse son statut, aille faire l'électrophorèse de l'hémoglobine. Alors là, s'il y a des traits ou s'il y a la maladie, là, on pourra empêcher la naissance d'enfants drépanocytaires. Parce que dès que vous êtes AS, vous êtes normal, vous êtes sain, vous n'avez pas la maladie, mais vous pouvez transmettre le S à un enfant. Ainsi, si l'homme est AS, il peut transmettre le S à l'enfant. La mère aussi est AS, elle peut transmettre également le S à l'enfant. Et l'enfant deviendra ainsi SS et fera la maladie. Lorsque la maladie est déjà là, éviter la survenue des complications. Et pour éviter la survenue des complications, c'est d'abord se faire suivre par un médecin et de façon régulière. Et de suivre les conseils de ces médecins-là. Autre chose également, c'est une alimentation équilibrée. L'hygiène. Quand on parle d'hygiène, il y a l'hygiène alimentaire. Avoir une alimentation équilibrée, manger sain, pas manger du n'importe quoi. Également, dans l'environnement, éliminer les flaques d'eau, éliminer les broussailles pour éviter également la piqûre de moustiques. Il faut également éviter le stress. Trop de stress également peut déclencher la crise. Et il faut faire également d'activités, mais pas sportives, mais pas d'activités intenses. Actualité hors du Bénin par la force du football, l'opposant congolais en exil, Moïse Katumbi, candidat à l'élection présidentielle prévue en décembre, reste présent en esprit dans sa lutte à distance contre le président Joseph Kabila, car ce dernier ne peut plus se représenter après 2 mandats au terme de la Constitution. Suivez. C'est un opposant politique qui est en exil. C'est juste parce qu'il y a eu des problèmes politiques qui l'a poussé à aller à l'extérieur. Il veut à chaque fois revenir, mais avec la politique, on ne l'autorise pas à rentrer chez nous. Nous avons eu des problèmes avec les autorités, surtout avec l'agence des renseignements, l'ANR, soi-disant pourquoi est-ce qu'on est en train de sillonner avec ces portraits. C'est-à-dire, si on sillonne avec ces portraits, c'est comme qui dirait notre patron nous envoie toujours de l'argent et ils veulent savoir par quel truchement nous avons toujours entré en contact avec notre patron. Le candidat du PPRD aux élections présidentielles, le candidat du PPRD, c'est Joseph Kabila Kabange. C'est tout. Le pourquoi? Il a fait le premier mandat d'un seul tour, c'est de 2011 à 2016. Et le deuxième mandat, ce sera de 2018 à 2023. L'ex-ministre zambien Chishimba Kangwili, un des critiques les plus virulents de l'actuel président du pays Edgar Lungu, nie les accusations de fraude qui pèsent sur lui à l'ouverture de son procès devant un tribunal de Lusaka, arrêté en mars à son domicile de la capitale zambienne. Élu du Front patriotique au pouvoir, il est accusé d'avoir acquis des propriétés avec des fonds d'origine suspecte et obtenu des avantages financiers indus. Ex-ministre de la Communication et des Affaires étrangères, Kangwili, 48 ans, a été limogé en novembre 2016 par le président Lungu sur la foi d'accusations de malversation. Les paris sportifs sont devenus ces dernières années un véritable phénomène de société dans toute l'Afrique de l'Est, notamment en Ouganda où les fans de foot se pressent pour faire des paris sur les matchs mondiaux 2018. Reportage. La Coupe du Monde est lancée et les Ougandais se pressent pour faire des paris sur les matchs. En quelques années, les paris sportifs sont devenus un véritable phénomène de société.
Je gagne, je perds, je gagne. Du coup, je ne sais pas exactement si je les ai eus ou si ils m'ont eu, mais je pense que je suis gagnant. Dans la capitale ougandaise, Kampala, il y a des centaines de boutiques de paris sportifs, mais les gens misent aussi sur Internet grâce à la démocratisation des smartphones et des applications de paris en ligne. En 2016, le gouvernement a créé une commission nationale des paris pour tenter de mettre en place des garde-fous. Nous savons très bien que la plupart des jeunes adorent les sports, en particulier les jeunes hommes. Ils aiment le football. Alors ils placent tous des paris sur leurs équipes favorites, surtout sur la première ligue anglaise. Maintenant, parce qu'ils l'ont beaucoup fait, ils se sont même déplacés vers d'autres ligues inconnues comme la ligue chinoise. Pas seulement la première division, mais ils parient sur la deuxième et la troisième. La croissance de cette industrie a créé de nouveaux emplois, mais a aussi augmenté les risques d'addiction. Ces 5 dernières années, j'ai rencontré beaucoup de personnes avec différents problèmes. Les gens perdent leur maison à cause des paris, ils perdent leur famille. Certaines personnes sont très endettées. Donc il y a de nombreux problèmes liés aux paris. Innocent est accro aux paris depuis 6 ans, mais il pense pouvoir s'arrêter un jour. Je ne préconise pas les paris aux personnes qui ont des familles. Certaines personnes mariées parient tout le temps, mais c'est mauvais. Je ne suis pas encore marié. Le jour où je me marie, je vais probablement arrêter. Mais s'arrêter de... Surtout avec une compétition mondiale en cours où tout le monde veut parier sur son équipe favorite. Donald Trump l'avait promis, il sera intransigeant sur l'immigration illégale. Son ministre de la Justice applique une politique de tolérance zéro, même si cela implique de séparer des familles. Conséquence, en 6 semaines, près de 2000 mineurs ont été séparés de leurs parents à la frontière. Reportage. Après avoir franchi illégalement la frontière du Texas, Edilberto et son fils de 17 ans ont été séparés. Ces deux honduriens ont eu de la chance, ils ont pu se retrouver quelques jours plus tard. C'était dur, ma pire journée. J'ai cru que je perdais mon fils. C'est ce que j'ai cru, que j'allais perdre mon fils. Les familles qui ont eu la chance de ne pas être séparées arrivent dans des centres humanitaires comme celui-ci. Mais en 6 semaines, près de 2000 mineurs ont été séparés de leurs parents à la frontière, dans le cadre de la politique de tolérance zéro du gouvernement face à l'immigration illégale. Les enfants sont séparés, mis dans des cellules différentes, pendant que le cas de leurs parents est traité. Et dans certains cas, ces familles seront amenées devant un tribunal fédéral pour être entrées dans le pays illégalement. Et les enfants seront totalement séparés. Jusqu'au sein du parti de Donald Trump, des voix s'élèvent contre ce durcissement des politiques migratoires. Mais le gouvernement campe ferme sur ses positions. Sous la présidence Trump, le ministère de la Justice ne restera pas bras ballants pendant que nos lois sont piétinées et discréditées. Nous prenons toutes les mesures possibles légalement pour y répondre comme il faut. Des centres humanitaires comme celui-ci, dans la ville frontalière de McAllen, aident les familles de migrants avant leur expulsion. S'ils avaient le choix, si leur pays était stable et en paix, je suis sûre qu'ils choisiraient de rester. Venues pour la plupart d'Amérique centrale, ces familles seront expulsées dans certains des pays les plus dangereux de la planète. C'est la fin de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir.